les syndromes extrapyramidaux. Les dystonies. Alors la dystonie, là il s'agit par définition d'une contracture musculaire parasite qui fixe un membre ou un tronc dans une attitude donnée. Alors les contradicteurs et qui disent qu'il n'y a pas de dystonie, il n'y a que des mouvements anormaux, pourraient dire que pour arriver comme ça, c'est forcément que j'ai eu un mouvement anormal pour m'amener là. Oui, mais dans la mesure où ce n'est pas les mêmes pathologies, on maintient quand même cette terminologie de dystonie qui est le maintien donc d'une contracture anormale de tout le corps ou d'une partie du corps dans une attitude donnée. C'est quand l'attitude prédomine sur le mouvement que l'on utilise le mot dystonie. Alors, les caractéristiques des dystonies, c'est que c'est très lié à la posture. Un malade peut être dystonique dans une posture, mais on le met ensuite à l'ité, la dystonie disparaît. Et puis, la localisation peut être très variable. Ça peut toucher un membre, le cou, les muscles lombaires et du bassin. Et puis, ça je vais venir pour finir, ça peut n'apparaître que pour certains gestes spécifiques. Alors, commençons par des dystonies, des photos d'exemple. Hein. Une dystonie fréquente du membre inférieur, c'est le varus équin. Le pied part complètement vers l'intérieur et en flexion plantaire. Revenez. Oui, retournez. Revenez. Autre dystonie fréquente, c'est celle dite en joueur de boules. Vous comprenez tout de suite. Hein, d'avoir le membre en rotation avec la main, le poignet replié et les doigts tendus. Ou encore en main d'accoucheur, tous les doigts qui sont rapprochés. Hein, une main, c'est ce type de main, vous les verrez, vous les rencontrerez. Hein, c'est un maintien d'attitude pathologique. Autre dystonie possible, les dystonies sur l'axe. Eh bien, il y a les dystonies du tronc. Alors, vous voyez, ce jeune homme, il a un dos parfaitement normal. Hein. Ce n'est pas un problème de vertèbre, hein, mais c'est un problème musculaire, de tonus anormal des muscles. Et on l'allonge, il n'a plus de problème, il est droit. En fait, le plus fréquent, c'est quelque chose qui ne touche que le cou. Une personne qui a un torticolis spasmodique, cette personne doit nous regarder de face. Elle est comme ça. Et vous voyez qu'il y a une contracture anormale sur son muscle sternocléidomastoïdien qui entraîne la rotation de sa tête. C'est l'occasion pour vous d'apprendre, si vous ne le saviez pas, que le sternocléidomastoïdien contracté d'un côté entraîne la rotation de la tête de l'autre côté, puisqu'il passe d'un côté à l'autre de l'axe de notre odontoïde. Hein. Et là, donc on lui demande de tourner la tête de l'autre côté. Là, elle contracte bien volontairement, mais on lui demande de revenir de face et de ne plus rien chercher à contracter. Et pouf, il y a une contracture qui repart. Hein, il y a donc, vous voyez, cette dystonie du cou liée à une contracture permanente anormale. Alors de temps en temps, il y a quelques spasmes qui animent cette contracture. Saillie du muscle sternocléidomastoïdien gauche chez cette patiente qui présente un torticolis spasmodique droit. Torticolis droit associé à un discret latérocolis gauche et observez l'élévation de l'épaule homolatérale au torticolis. Pour finir, et c'est le plus surprenant et qui montre combien les modifications du tonus sont des choses qui sont sensibles à la stimulation et à la manière dont nous vivons, c'est ce que l'on appelle les dystonies de fonction. Ce sont des postures anormales qui apparaissent pour une fonction donnée et une seule. Prenons un jeune, étudiant en médecine, écrivant beaucoup, stimulation d'écriture majeure. Eh bien, ça ne vous arrivera pas, rassurez-vous. Mais l'écrivain, pendant des années et des années, il peut être sensible à l'apparition d'une crampe avec un mouvement anormal qui fixe dans une position sa main de manière anormale qui ne lui permet plus d'écrire. Ça peut être les doigts, ça peut être, et c'est souvent le poignet en hyperflexion. Et les doigts
se déforme et ne se positionne plus normalement, ne permettant plus de tenir le stylo. Et ce qui est incroyable, c'est que cette personne qui vient vous voir pour ça, elle lâche son stylo, elle vient vous voir et elle a une main absolument normale. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous lui dites « Bon, vous avez ce problème-là, je ne comprends rien. Prenez une craie et écrivez au tableau. » Personne n'écrit au tableau normalement. Bon, bah alors maintenant, ça suffit. Montrez-moi comment vous écrivez. Et la personne écrit et se remet comme ça. De manière totalement non volontaire, évidemment. Tous les enregistrements neurophysiologiques ont bien prouvé qu'il s'agissait d'anomalies du tonus qui se redéclenchent dans une position donnée et une seule, pour une fonction et une seule. C'est ce qu'on appelle la crampe de l'écrivain. Vous voyez que ce qui est spectaculaire, c'est qu'une crampe de l'écrivain n'empêche pas quelqu'un d'écrire dans un autre plan. Un certain nombre de grands artistes musiciens ont disparu du jour au lendemain, notamment des guitaristes, parce qu'une crampe du guitariste sont apparues. Et ils ont eu beau, ils se sont rééduqués, ils ont amélioré les choses, ils n'ont jamais retrouvé leur dextérité d'avant, et donc ils n'ont plus pu être des grands joueurs. Il y a eu des grands trompettistes aussi qui ont disparu à cause de crampes du trompettiste. Tout ce qui est geste alternatif soutenu est susceptible, chez un certain nombre de gens, ça reste très mystérieux, de provoquer ce que l'on appelle des dystonies.